compagnie de mes débatteurs de la première heure, de la deuxième heure, pardon. Je suis encore restée. Ça passe vite le temps. Bonsoir Victor Hérault, Bonsoir, journaliste Stéphanie. politique à Valeurs Actuelles. Je suis contente que vous soyez là parce que Elliot Maman lui est arrivé 40 minutes en retard. Il était coincé avec l'alerte, très la fort. bombe chez France Télé. Voilà. J'ai été dans le même traquenard. Bon, c'est vrai, Oui. vous êtes à l'heure, Sous la pluie, vous êtes un donc bon c'est très élève, agréable. Victor Voilà. Hérault, j'en attendais pas moins de vous. Autre bon élève, Antonin André, Bonsoir, Stéphanie. qui est arrivé en avance, chef du Absolument. service politique. Enfin, moi, je suis dans les locaux, donc Oui, c'est plus c'est ça. ça. Vous n'avez aucun mérite. Chef du service politique du JDD, bonsoir Antonin. Et mon invité, Alexandre Delval, géopolitologue, auteur du Nouvel Ordre post-occidental, comment la guerre en Ukraine et le retour de Trump accélèrent la grande bascule géopolitique aux éditions L'Artilleur. Bonsoir Alexandre Delval. On va parler de votre livre et des idées que vous véhiculez qui sont parfois à contre-courant, qui sont extrêmement intéressantes. Mais tout d'abord, quelques questions d'actualité puisque c'est un nouveau week-end de négociations qui se tient après plusieurs semaines de pourparlers intenses sur le traité de paix en Ukraine. Des négociateurs ukrainiens sont actuellement en route vers les États-Unis pour discuter du plan américain. C'est ce qu'a annoncé Volodymyr Zelensky, qui sera d'ailleurs reçu lundi à l'Élysée par Emmanuel Macron. Il y a Steve Witkoff qui va manifestement rencontrer donc les Ukrainiens demain. Est-ce que on peut croire enfin à cet accord de paix concernant le conflit ukrainien, selon vous ? Je n'y croyais pas jusqu'à il y a quelques jours. Je n'y crois toujours pas si c'est le plan Macron, coalition des volontaires, anglais et ukrainiens, parce qu'il n'est pas réaliste dans la formulation des Européens. Il n'est pas réaliste puisque on veut passer de 600 000 hommes à 800 000 hommes, ça veut dire 4 fois l'armée française. Quand on sait que l'objectif suprême des Russes était de démilitariser le voisin qui devenait le lieu d'accueil d'armes de l'empire ennemi, parce que c'est ça le problème de base, c'est un empire qui se rapproche d'un autre, et il veut une zone tampon. Dans la mesure où c'était le fondement du problème, avec la persécution des Russes, selon les Russes, des Russes d'Ukraine, ce plan est inacceptable. Mais je viens d'apprendre, par des amis américains qui connaissent un peu le pouvoir trumpien, que Trump est très irrité, très irrité, parce que vous savez, derrière le NABU, cette organisation qui a obligé Yermak, le conseiller de Zelensky, à démissionner et qui a révélé une énorme corruption. Mais déjà cet été, il y avait eu des manifestations parce que Zelensky avait voulu abolir cette institution qui est en fait, de sous-main, je viens de l'apprendre, totalement contrôlée par les Américains. Les Américains sont extrêmement énervés de la continuité du pouvoir de Zelensky, et ce qui se prépare apparemment, ce serait un chemin vers l'éviction de Zelensky, puisqu'il est devenu l'un des obstacles avec Poutine à la paix, puisqu'il ne peut pas signer, et il ne veut pas signer, et s'il signe, il peut terminer emprisonné à vie, puisque la Constitution rend totalement illégale cette haute trahison de céder des territoires, soit il peut être tué par ces extrêmes. Et apparemment, Trump en a assez de la coalition des volontaires. Et je viens d'apprendre que Trump, bien qu'ayant dit le contraire, mais il est habitué, et Marco Rubio aussi a dénoncé le plan des Européens négocié à Genève. Donc c'est pourtant un néoconservateur, Marco Rubio. Pour terminer donc, je viens d'apprendre que Trump va menacer de couper les satellites et les garanties de sécurité dont va parler Macron lundi, ça va pas être facile parce que est-ce que les Anglais et les Français peuvent remplacer les Américains en imagerie satellitaire ? Ça va être très compliqué, de plus en plus compliqué pour Zelensky, puisque les Russes progressent. Les Russes, soit ils obtiennent quelque chose par une négo, soit de toute façon, ils ont pris Kupiansk, Pokrovsk, et ils marchent vers Kramatorsk. Donc, si vous voulez, il y a une machine infernale que l'on ne peut pas arrêter. Alors, manifestement, on apprend par nos confrères d'LCI que Marco Rubio rencontrera, et Steve Witkoff rencontreront éventuellement, je mets ça au conditionnel, Vladimir Poutine. Ce sera lundi. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Ça va dans le même sens. Oui. Steve Witkoff, c'est quand même l'homme qui a négocié avec Dmitriev, Kirill Dmitriev, qui est lui aussi un homme d'affaires, qui vient de Goldman Sachs, qui a beaucoup négocié ce fameux plan en 28 points, que l'on a caricaturé dans les médias mainstream comme le plan dicté par Poutine. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y avait tout de même une armée de 600 000 hommes en Ukraine, ce qui est totalement acceptable pour les Russes. Donc les Russes avaient fait également quelques concessions. Le problème, c'est qu'ils sont en ce moment en train d'être vainqueurs. Donc c'est compliqué de rendre crédible le plan des Européens qui consiste à traiter les Russes comme s'ils étaient en train de perdre.
Ce que demandent les Européens, c'est ce qu'on demande, logiquement, à quelqu'un qui est en train de perdre la guerre. Donc le plan européen est totalement irréaliste. Marco Rubio vient de le dire. Il est totalement choqué par cette résistance. Trump commence à prendre la résistance européenne comme une offense Mais alors envers ça veut dire lui-même. quoi? Qu'on va forcer la main clairement à Zelensky et aux Européens pour accepter un plan inacceptable? C'est ce que vous nous dites en gros ce soir. Ce que je viens d'apprendre de sources américaines, c'est que Trump se prépare à forcer la main, quitte à dire l'inverse de ce qu'il a dit la semaine dernière, quitte à couper les satellites. Et là, on n'a pas quand même la même capacité d'informer les Ukrainiens sur le terrain que les imageries américaines. Ce que vous décrivez, c'est qu'on marche tout droit vers une paix négociée par les Américains en faveur des Russes, en faveur de Poutine, d'une certaine façon, puisque en gros, tout lui sera cédé. Et derrière tout cela, si on regarde plus loin, est-ce que ça n'est pas en réalité la préfiguration d'une alliance ou d'une collaboration entre les États-Unis et la Russie, notamment économique et commerciale, ce qui constituerait une deuxième défaite pour l'Europe, d'une certaine façon. Et oui, d'ailleurs, vous savez qu'à Anchorage, puis à la dernière rencontre, les Américains et les Russes avaient négocié le retour d'Exxon en Russie. Ça avait été annoncé par Trump, démenti par certains juges. Oui, c'est pas possible parce que c'est interdit, etc. N'empêche que Poutine, il y a quelques semaines, a pondu un décret qui permet l'autorisation du retour d'Exxon en Russie. Il se passe beaucoup de choses, pas que les terreurs rares dont on a parlé. C'est du business de haut niveau parce qu'il y a énormément de ressources hydrocarbures en Russie que les Américains ont toujours convoité, sauf que là, ça se ferait dans un accord win-win. Et les Russes, ça leur ferait du bien aussi, parce que c'est très cher les investissements. Les Russes auraient besoin aussi de grandes compagnies qui investissent. Souvent, les compagnies d'ailleurs se mettent à plusieurs, tellement que les investissements sont énormes. J'en parle beaucoup dans ce livre. Il y a une négociation en cours qui est économique et aussi, contrairement à ce qu'on nous dit, les Américains ne veulent pas couper la Chine de la Russie, ce qui est impossible, mais ils veulent essayer d'équilibrer les choses. Ce qui serait une bonne chose pour l'Occident, parce que vous nous dites quand même... Pour l'Europe, moyennement. Pour l'Europe, moyennement, mais malheureusement, dans mon livre, comme dans le précédent, l'Europe, c'est le dindon de la farce. À chaque fois que je parle de l'Europe dans mon livre, c'est le chapitre « Le dindon de la farce », parce qu'on est quand même fort. On achète du pétrole russe à travers les Azéris, on achète du pétrole russe en produits dérivés à travers les Indiens, qui le raffinent et qui nous le vendent beaucoup plus cher, mais ils l'achètent, eux, 30% moins cher. En fait, les sanctions sont toutes contournées. Dans mon livre, il y a un chapitre sur les sanctions. Vous dites que c'est absolument inefficace. J'ai fait une enquête de 8 jours auprès des patrons français de Moscou. Je précise, je ne suis pas allé voir des méchants russes, etc. J'ai vu les patrons français de Moscou, de la Chambre de commerce de Moscou, et j'ai visité des malls et j'ai vu plein d'industriels. Les sanctions sont totalement contournées pour le pétrole, le gaz, mais pour tout. Donc c'est juste quelque chose qui fait que c'est un peu plus ennuyeux pour les patrons qui sont en Russie, et c'est plus cher pour nous, parce que nous, on continue à acheter des produits russes, parce que la Russie, elle vend que des choses hyper nécessaires, gaz, palladium, terres rares, aluminium, nickel, et autres matières extrêmement importantes pour l'aéronautique. D'ailleurs, l'aéronautique américaine ne fonctionne pas sans certains matériaux stratégiques russes. Donc voilà, en fait, tout cela est une immense hypocrisie. Justement, oui, d'accord économique. Alors, dans votre livre, c'est un long livre, vous revenez sur toute cette histoire où vous rappelez quand même, si tant est qu'on ait besoin de le rappeler, que la Russie et les États-Unis ont été très proches dans les années 90. On se souvient de la réaction de la Russie après le 11 septembre, qui est venu au secours des États-Unis, les époques Yeltsin, très pro-européen, pro-occidental. Et puis, cette bascule dans les années 2000, avec d'ailleurs le refus persistant des États-Unis à faire adhérer la Russie à l'OMC. Là, ce que vous êtes en train de nous décrire, c'est quoi? C'est un changement, un nouvel ordre mondial? C'est un nouvel ordre mondial, et c'est pour ça que dans mon sous-titre, il y a Trump. Il est aussi un facilitateur ou un accélérateur de ce nouvel ordre mondial, parce que le nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est l'ordre post-occidental. Ce sont des zones qui veulent chacune être maîtres dans leur pôle, c'est pour ça qu'on dit multipolaire, c'est le post-Occident. C'est pas toujours contre l'Occident, ça peut être des amis de l'Occident, comme les Émirats, comme l'Inde, mais ils ne veulent pas que nous imposions nos normes, nos valeurs, nos institutions, notre vision de la démocratie, de la religion, de la laïcité. Ils sont souverainistes. Ils veulent être souverains. Alors, bien sûr, on peut répondre aux Russes, c'est pas trop souverainiste d'envahir son voisin. Ils veulent être plus que souverainistes. Ce sont des empires, ce sont quelques mètres de zone, c'est pas tous les pays du monde, et qui veulent, dans leur zone, avoir non seulement leur souveraineté respectée, mais ils veulent avoir des satellites autour d'eux
chez qui nous ne mettons pas notre nez. Ça, c'est très compliqué à accepter pour les Occidentaux, parce que les Occidentaux ont toujours voulu des zones pour eux, mais comme ils pensent que leur système est le meilleur et qu'il est monde, leur système est universel et mondial, les Occidentaux pensent que les zones Monroe, c'est bon pour les Américains, mais pas pour les autres. D'ailleurs, vous parlez de plus en plus de pays qui les refusent, ces normes occidentales, de plus en plus avec ce sud global. De les accepter. Oui. Parce que les Chinois peuvent dire aux Américains, on vous ruine, vous n'avez plus de terres rares. Les Indiens sont capables de dire, vous n'avez plus de médicaments. Parce qu'on a fait la bêtise de nous délocaliser dans des pays que nous avons cru rester des ploucs pendant très longtemps, sauf que la Chine a inventé la poudre et l'Inde a inventé le zéro. C'est pas des civilisations d'abrutis. On a cru que c'était juste des imitateurs. Ils ont pris leur autonomie et maintenant ils nous tiennent. Jacques Sapir, le grand économiste, le meilleur spécialiste du monde multipolaire et de la Russie, il a dit, excusez-moi, ils nous tiennent par les couilles. Aujourd'hui, ces pays peuvent nous freiner. Et même nous stopper. Et donc, Trump a parfement compris, il va être fort. Nous mettre à genoux, comme disait Bruno Le Maire au sujet de l'économie russe. Voilà. Il est fort avec les faibles, Trump, mais il va être faible avec les forts, ou alors, comme les forts entre eux, ils vont s'entendre très bien entre forts. Victor Hérault. Alexandre Delval, on a vous le décrivez très bien, ces plaques tectoniques géopolitiques, ces éloignements ou rapprochements de géants, le retour de la réelle politique également. Oui. Pendant ce temps-là, nous, en France, on est enlisés sur ces questions-là, sur le débat, et je prends sciemment les qualificatifs dégradants des opposants à chaque fois, des munichois d'un côté, ou des va-t-en-guerre de l'autre côté. Oui. Est-ce que le débat sur la réelle politique, sur le retour de la guerre, sur le changement géostratégique, géopolitique dans le monde, est à la hauteur en France? Est-ce qu'on peut trouver un entre-deux entre l'esprit de Munich et le va-t-en-guerre? Débat est d'une pauvreté extrême. J'ai arrêté d'en parler pendant 3 ans, enfin 2 ans et demi de l'Ukraine, parce que c'était extrêmement problématique et j'ai recommencé à en parler avec ce livre. Mais quand je vois même les réactions d'un homme tout à fait respectable comme Luc Ferry, un philosophe qui voit les choses un peu en hauteur, quand on voit que n'importe qui peut être traité de pro-russe, de munichois, c'est plus la réductio ad Hitlerum, c'est la réductio ad Putinum. C'est vrai que l'invasion de l'Ukraine est inacceptable, insupportable, illégale, tout ce que vous voulez. Malheureusement, la géopolitique, ce ne sont que des rapports de force, c'est tenir compte du réel. Et ce que l'on peut affirmer, c'est que quand l'Ukraine était neutre, elle n'a pas été envahie par la Russie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vraiment Poutine, c'était l'envahisseur qui avait toujours voulu envahir l'Ukraine, il l'aurait fait quand c'était facile. En 2014, il prenait l'Ukraine comme dans du beurre, puisque tous les officiers ukrainiens étaient des agents russes. Ensuite, il y a eu une purge à l'intérieur. Les Américains, les Anglais, les Canadiens, les Français ont aidé l'armée ukrainienne à se dérussifier. Et à partir de 2017, elle a commencé à être solide. Et à partir de 2021, elle était capable d'attaquer le Donbass. Et elle a bombardé d'ailleurs les Russes d'Ukraine. Et ça a motivé l'invasion russe. Ça ne la justifie pas, à mon avis, bien entendu. Mais tout cela aurait pu être évité si nous avions accepté, c'est la thèse de mon livre, vous parlez de ces partenariats manqués, d'ailleurs, avec la Russie. Si nous avions accepté que la Russie a le droit à une zone d'influence, c'est pas un droit moral, ça peut paraître choquant, immoral, bien sûr, mais c'est la réelle politique. La preuve, nous n'avons pas voulu que eux aient leur zone Monroe, ou leur doctrine Monroe, comme les Américains à Panama. Résultat, on a une guerre, on a eu 400 000 morts, et si les Européens continuent à motiver Zelensky ou son successeur à dire non au plan Trump, eh bien il y aura 600 000 morts, il y aura 1 million de morts. Vous dites qu'il n'avait pas la volonté à l'époque d'envahir l'Ukraine si elle était restée neutre. Est-ce qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine, selon vous, a changé de paradigme, puisqu'on parle souvent de sa volonté, certains l'accusent d'avoir la volonté de renouer avec l'Union soviétique. Vous voyez le général Mondon qui nous parle de 2030, que selon ses mots, je crois, la Russie se prépare à faire quelque chose. Est-ce que vous savez quoi et est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est la grande tragédie de la situation actuelle. C'est ce que j'appelle la géopolitique interactive. Une fois qu'il y a 200 000 morts dans le camp russe, ou 250 000, certains disent 1 million, mais là, les chiffres les plus réalistes de la CIA, c'est plutôt 250 000. On n'a pas le même état d'esprit que quand il n'y a pas de mort. Avant la guerre en Ukraine, les armes occidentales n'avaient provoqué la mort d'aucun Russe. Si on se met à la place d'un Russe, et ce n'est pas pour dire du bien de la Russie que je dis ça en géopolitique, on fait un exercice, on se met à la place de l'autre. Pour les Russes, l'Ukraine, c'était pas l'OTAN ni l'Union européenne. Pour l'Ukraine, pour les Russes, lorsque nous aidons à tuer des Russes avec nos armes, pour les Russes, c'est une agression, puisqu'ils ne nous avaient pas agressés militairement. Pour eux,
Je dis bien pour eux, c'est pas ce qu'on pense, mais pour eux, c'est une agression, alors qu'eux n'avaient pas tué de Français. Les Russes n'ont pas tué de Français. Donc, effectivement, votre question, malheureusement, elle est tragique, parce que ça nous rappelle qu'aujourd'hui, les Russes ne sont plus dans le même état d'esprit coopératif avant 2014 ou avant 2021, parce que maintenant, il y a eu du sang entre les deux. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une extrême urgence de dialoguer, parce que ça va être beaucoup plus dur qu'avant. Plus le temps passe, plus c'est dur, puisque quand vous avez eu des millions de morts ou des centaines de milliers de morts chez vous, il y a quelque chose de très humain qui s'installe, la rancune. Enfin, le dialogue va être compliqué, à vous croire, avec ce plan américain qui n'est pas du tout en faveur de l'Ukraine. Vous l'avez dit, selon vous, Trump va forcer la main clairement aux Européens et à l'Ukraine. Ça va être peut-être compliqué de dialoguer après dans ce contexte. Ça veut dire quoi? Que les Européens vont reconnaître les nouvelles frontières et ils ne vont pas vouloir le faire, j'imagine. Alors, les Européens, aujourd'hui, sont dans quelque chose de totalement irréel, une position de principe, une éthique de conviction, sans aucune éthique de responsabilité, pour reprendre Weber, mais surtout, ils savent très bien que tout ce qu'ils disent, c'est du bluff, parce que qu'est-ce que proposent les Européens? Envoyer 40 000 hommes au maximum, c'est tout ce qu'on peut ajouter de toutes les armées européennes. Mais comme Zorro sans se presser, 40 000 hommes qui vont arriver après un cessez-le-feu ou après la paix. Alors, ça va faire très peur aux Russes. 40 000 hommes qui arrivent une fois que la paix sera scellée, c'est-à-dire une fois que Trump et Poutine auront imposé aux successeurs de Zelensky de signer un contrat. Donc vous voyez, tout ça c'est du blabla. C'est comme les 100 rafales que l'on va vendre d'ici 10 ans, là aussi c'est Zorro, vraiment sans se presser. Si vous voulez, tout ça c'est de la com pour de la politique intérieure. La seule bonne nouvelle dans ce mensonge, parce que c'est un mensonge, service militaire, les rafales et compagnie, c'est qu'on réhabilite un peu le patriotisme en France. Maintenant, même BFM donne des leçons de patriotisme à tout le monde. J'ai vu l'autre jour Raphaël Glucksmann qui disait à Zemmour: je suis beaucoup plus patriote que vous, etc. Bon, il y a eu au moins une bonne chose dans cette énorme spirale de réduction ad Putinum, c'est que tout le monde est devenu patriote. Par contre, ce qui m'ennuie... Après 40 ans, où on a dit que c'était l'extrême droite on a craché sur le drapeau. Voilà. Maintenant, Raphaël Glucksmann disait: on ne va pas vous laisser voler le drapeau. Mais c'est eux qui l'ont abandonné, le drapeau. Donc ça, c'est la très très bonne nouvelle. Nous sommes dans un monde difficile, comme l'a dit Macron justement, et tous les mensonges sur l'ennemi existentiel de la Russie qui n'a jamais agressé la France, au moins ça va servir à une chose: on a enfin augmenté les budgets militaires. Et ça, et on va faire un service national volontaire qui va réhabiliter le service de la patrie, le drapeau. Donc il y a quand même du bon dans tout cela. Merci beaucoup Alexandre Delval. Le nouvel ordre post-occidental, comment la guerre en Ukraine et le retour de Trump accélèrent la grande bascule géopolitique, aux éditions L'Artilleur. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1.